Guerre et médecine, soigner les blessés de la Première Guerre mondiale, c'est un sujet qui est, comment dirais-je, moins séduisant peut-être que d'autres sujets qu'on a pu aborder ensemble ces dernières semaines. J'ai essayé de, comment dirais-je, d'accrocher votre attention en mettant sur la page de titre un dessin de Otto Dix. Otto Dix qui a la particularité d'être un Allemand, un ancien combattant, un combattant pendant la guerre, et puis un artiste. Et donc ce que vous voyez là, c'est un dessin qu'il a appelé, enfin c'est une eau-forte qu'il a appelé Transplantation. C'est un des numéros de la série qu'il a publié en 1924 sous le titre de Der Krieg, donc la guerre. Alors la guerre, oui. La guerre et les blessés, la guerre et les morts. Nous avons vécu ces dernières années une période de remémoration et de commémoration de la Première Guerre mondiale. En général, cette commémoration a servi à honorer, à très juste titre, les morts de la guerre, ce qui a culminé avec la panthéonisation l'année dernière, en 2020, de Maurice Genevoix, l'auteur de Ceux de 14, ce qui était symboliquement la panthéonisation de tous les morts de la guerre. Alors, les hommes dont nous allons parler aujourd'hui, on parlera surtout d'hommes en effet. Les hommes dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont des soldats qui ont combattu, qui ont été blessés une fois ou plusieurs fois, et qui bien sûr aujourd'hui sont tous morts, mais qui n'ont pas été tués durant la guerre. Donc les blessés de la guerre, et non pas les morts de la guerre. C'est un sujet qui est difficile, mais c'est un sujet qui commence à être assez bien connu parce que beaucoup de documents ont été publiés, j'en ai choisi deux, mais il y en a vraiment beaucoup, des souvenirs de combattants, c'est-à-dire des souvenirs de médecins sur le front, médecins dans les tranchées, comme l'aspirant Laby, dont le journal de guerre a été publié, ou alors médecins aussi dans les tranchées, si on veut, mais qui ont pu par la suite écrire sur leur expérience. Et vous voyez sur l'écran la publication chez Omnibus des écrits de Georges Duhamel. Georges Duhamel qui a été un romancier donc après la guerre, mais qui pendant la guerre est médecin militaire. Il y a eu des travaux, des enquêtes qui ont été, enfin plutôt des souvenirs, des témoignages qui ont été publiés. Il y a eu aussi des travaux d'historiens qui ont été publiés, comme ceux que vous voyez sur l'écran. Les travaux de Sophie Delaporte en langue française, vous avez les travaux de Roger Couter en langue anglaise aussi, qui ont été publiés. Je cite ces deux noms simplement parce qu'il y en a beaucoup, hein. Je cite ces deux noms seulement pour pour rappeler que si l'on s'intéresse à la guerre, on n'a pas à prendre parti d'un côté ou de l'autre, évidemment. On va s'efforcer de voir les choses de la façon la plus large possible, aussi bien au niveau français qu'au niveau anglais, qu'au niveau allemand, dans la mesure du possible. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais placer en quelque sorte cet exposé sous le patronage de Joseph Boisard. Joseph Boisard, vous le voyez là, il est photographié à la fin de son service militaire en 1912. Il va rentrer dans son village de Vendée après que cette photo a été prise et il ne sait pas qu'il sera mobilisé au début d'août 1914 et qu'il fera toute la guerre jusqu'en avril 1918 en étant blessé trois fois, donc jusqu'en 1918, et en 1918, il va être blessé très grièvement. Donc je pense que suivre le parcours de Joseph Boisard, c'est quelque chose qui peut être intéressant. En tout cas, c'est ce que je vais m'efforcer de faire en votre compagnie. Alors, quel itinéraire? D'abord, il faut faire le constat de ce que sont ces blessés de la guerre, des millions de blessés à soigner, et quelles sont les difficultés et les problèmes qui ont été rencontrés. Et puis ensuite, le titre, c'est Guerre et médecine. Et donc, il y a la conjonction de coordination aussi, à laquelle il faut accorder de l'importance, évidemment. Et je poserai la question de savoir s'il peut y avoir des interactions entre la guerre et la médecine, si ces interactions sont à double sens ou à sens unique, et si les effets de la guerre sur la médecine sont des effets positifs ou pas. C'est la question qu'on posera dans la deuxième partie, et je nuancerai la réponse dans la troisième partie.
Alors, des millions de blessés, oui, parce que, comme Françoise l'a dit il y a un instant, c'est la mort de masse que l'on enregistre durant la Première Guerre mondiale, oui, mais ce sont aussi des blessés de masse que l'on enregistre. Songez qu'il y a eu, rien que du côté français, 2 800 000 blessés, c'est-à-dire 2 fois plus que le nombre des morts. Et plusieurs de ces blessés ont été blessés plusieurs fois. C'est le cas de Joseph Boisard, comme je vous l'ai dit, 1914, 1915 et 1918. Certains ont été blessés et tués ensuite, et donc la statistique est parfois un petit peu difficile à établir. Enfin, il y a un afflux, en quelques jours, en août 1914, un afflux de blessés absolument spectaculaire. Et donc, ces blessés, qui sont très nombreux, on peut prendre quelques exemples. Je veux dire, on peut voir qu'il y a quelques catégories bien précises de blessés. La première catégorie, le premier type de blessure, qui n'est pas pour surprendre sur le champ de bataille, ce sont les blessures de l'abdomen. Ces blessures de l'abdomen, traditionnellement, si j'ose dire, sur le champ de bataille, ce sont des blessures qu'on ne soigne pas. Le blessé de l'abdomen est atteint tellement gravement qu'il est intransportable, il ne peut pas être transporté là où on va pouvoir le soigner, et donc on ne le soigne pas. Ce n'est pas un blessé, c'est un mort en sursis. Et des blessés de l'abdomen, il y en a évidemment beaucoup pendant la guerre. Y a-t-il des techniques chirurgicales dans le civil sur les blessures de l'abdomen? Oui, bien sûr, enfin sur les interventions dans l'abdomen, oui, bien sûr, il y en a. Mais justement, ce sont des techniques d'intervention de médecine ordinaire, de médecine civile, et pas des techniques d'intervention qu'on peut utiliser sur le champ de bataille. Il y a d'autres blessures qui sont très classiques aussi, ce sont toutes les atteintes aux membres supérieurs ou inférieurs, par balle par exemple, ou par explosif, qui sont extrêmement nombreuses dans toutes les guerres, et dans celle-là en particulier. La référence en la matière, pour ce qui concerne la médecine qui soigne ces atteintes aux membres supérieurs ou inférieurs, la référence, c'est Dominique Jean Larrey. Larrey, qui était le chirurgien de Napoléon pendant les guerres du début du XIXe siècle, et qui avait la réputation d'être capable de soigner les blessés, là vous avez un blessé du bras, être capable de les soigner rapidement et efficacement, du moins c'est Larrey lui-même qui le dit. Et Larrey pratiquait des amputations. Il était capable d'amputer, de désarticuler une épaule, par exemple, en 1 à 2 minutes, et donc d'amputer très vite. Et Larrey avait remarqué que le blessé, au moment de sa blessure, est dans un état particulier pendant quelques dizaines de minutes, ou pendant 1 heure peut-être, il est sidéré. Et donc, il est possible de l'opérer, il est possible de l'amputer sans anesthésie au début du XIXe siècle, hein. En tout cas, c'est ce que fait Larrey. Et donc, Larrey s'est bâti une réputation très solide d'amputeur, en quelque sorte, ce qui était à la fois un titre de gloire et en même temps de critique qui lui était adressée. Ses adversaires lui ont reproché de produire des bataillons entiers d'amputés, ce à quoi il répétait il répondait plutôt que les amputés, c'était en même temps les sauver. Évidemment, parce que sans anesthésie et sans antibiotiques aussi, l'infection les aurait emportés rapidement. Alors, l'équivalent, si l'on peut dire, de Larrey pendant la Première Guerre mondiale, c'est par exemple le docteur Pochet, le docteur Victor Pochet, qui met au point, dans les premiers mois de la guerre, une technique d'intervention, une technique d'amputation, qu'il appelle l'amputation en saucisson. Déjà, c'est un terme qui lui a été reproché, évidemment. Et cette amputation en saucisson consiste à amputer très vite et à préserver le plus possible les chairs, de manière à rendre possible une cicatrisation très rapide, le plus rapide possible. Et l'idée de Pochet est que, dans un deuxième temps, il sera possible d'intervenir à nouveau, loin du front, à froid, si j'ose dire, de façon à opérer une deuxième fois. Alors, les adversaires de Pochet lui reprochaient justement de ne pas préparer l'avenir véritablement, et de ne pas préparer l'appareillage du blessé par la suite. Les moignons que Pochet réalisait en quelque sorte étaient difficiles à appareiller par la suite. Mais Pochet répondait exactement la même chose que Larrey aux critiques qui lui étaient adressées, c'est la rapidité qui est le gage de la survie.
Donc, il y a des blessures de l'abdomen, il y a des blessures des membres supérieurs et inférieurs, et puis excusez-moi, il y a une autre catégorie aussi de blessés à laquelle on peut accorder de l'importance, ce sont les blessés, si on peut dire, les blessés psychologiques, les traumatismes psychiques, qui ne sont pas, à proprement parler, une nouveauté pendant la guerre. Mais pendant la Première Guerre mondiale, on prend conscience de l'existence de ces traumatismes et de leur signification. On en prend conscience et on essaye de les nommer, de les dénommer. Les médecins anglais, par exemple, emploient le terme de shell shock pour désigner cela, le choc dû à l'explosion. Les médecins français n'ont pas un terme absolument précis, absolument clair. Ils parlent souvent de commotion médulaire, de commotion cérébrale, de choc émotionnel. Certains parlent d'obusite, de la maladie provoquée par l'obus, en quelque sorte. Et l'incertitude du vocabulaire s'explique bien par la variété des traumatismes. Les traumatismes par choc d'obus peuvent provoquer des lésions du système nerveux, des blessures visibles en quelque sorte. Mais en même temps, ils peuvent aussi provoquer simplement des atteintes sans lésion. Et donc, difficile dans ces conditions de nommer véritablement. Aujourd'hui, nous parlons d'état post-traumatique ou de syndrome de stress post-traumatique, mais ces appellations ne sont vraiment utilisées que depuis la guerre du Vietnam, en fait, et donc évidemment pas au début du XXe siècle. Alors, tous ces blessés, à partir du moment où ils ont été blessés, on finit par les retrouver dans des hôpitaux militaires. Et donc, je voudrais poser la question de savoir ce que c'est qu'un hôpital militaire, et j'y répondrai en deux temps. D'abord, en expliquant ce qu'est un hôpital, et puis ensuite en montrant ce qu'est un hôpital militaire tel qu'on le conçoit au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Bon, traditionnellement, jusqu'au début du XIXe siècle, l'hôpital est conçu de manière double. Vous savez que le mot hôpital, le mot hospice, le mot hôtel ont la même étymologie latine. Donc, signifient étymologiquement la même chose. Ensuite, les sens se sont précisés un petit peu. Mais en tout cas, pendant très longtemps, donc, l'hôpital, c'est la maison, la bonne maison, l'hôtel-Dieu, où l'on peut trouver un appui, où l'on peut trouver un réconfort. Le prototype de l'Hôtel-Dieu, c'est ce que vous voyez là, la salle des malades de l'Hôtel-Dieu. Ici, c'est l'Hôtel-Dieu de Valenciennes, dessiné au XVIIe siècle, qui a été une sorte de prototype, puisqu'elle a été imitée à Lille, par exemple, la salle des malades de l'Hospice Comtesse, qui existe encore. La salle de l'Hôtel-Dieu de Valenciennes n'existe plus aujourd'hui. Ou alors la salle des malades des Hospices de Beaune aussi, sont, de ce point de vue, de ce point de vue tout à fait significatifs et intéressants. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel-Dieu? Eh bien, c'est un lieu où le malade est accompagné pour mourir chrétiennement. Nous sommes au XVIIIe siècle, hein, avant l'époque moderne. Donc, c'est une première catégorie d'hôpital. Il y a une deuxième catégorie d'hôpital que l'on voit apparaître à la fin du XVIIe siècle, dans nos régions plutôt au XVIIIe siècle, c'est l'hôpital général. L'hôpital général, il y en a dans les villes, et c'est un endroit où l'on range, si j'ose dire, où l'on enferme les vagabonds, les miséreux, les pauvres, les marginaux. Donc, l'hôtel-Dieu, l'hôpital général. Voilà ce qu'est l'hôpital à la fin du XVIIIe siècle, disons à l'époque de la Révolution et après la Révolution. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut se demander ce que c'est qu'un hôpital au XIXe siècle. L'hôpital, c'est un lieu où se pose la question de la maladie que l'on va traiter, bien sûr, mais c'est un lieu aussi où se pose la question de l'hygiène. Les hôpitaux, au début du XIXe siècle, sont réputés, là je vais reprendre le vocabulaire de l'époque, pour être affectés par la pourriture d'hôpital. Ils sont réputés pour être affectés aussi par l'infection nosocomiale. L'infection nosocomiale, c'est quelque chose que nous connaissons bien aujourd'hui, mais c'est une dénomination qui est employée au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Donc, comment faire pour développer l'hygiène dans l'hôpital? Comment faire pour pouvoir se concentrer sur la maladie et pas sur ce qui découle de l'absence d'hygiène? C'est la grande question qui se pose dans les hôpitaux au XIXe siècle. Et on finit par arriver à poser la question sur le plan de la construction architecturale, si l'on peut dire. Les hôpitaux, comme je viens de les définir, Hôtel-Dieu et
hôpital général, ces hôpitaux-là, au début du 19e siècle, ils existent encore. L'Hôtel-Dieu de Valenciennes, dont je parlais tout à l'heure, il cesse d'être utilisé au début du 19e siècle parce qu'il va s'installer dans un lieu plus grand qui est un ancien couvent, un couvent de Carme des Chaussées, c'est-à-dire un bâtiment ancien. L'hôpital général de Valenciennes, il est utilisé jusqu'au XXe siècle. Donc, comment améliorer les conditions d'hygiène sans finalement reconstruire l'hôpital, sans concevoir des bâtiments adaptés à la fonction hospitalière, ce que ni l'hôpital général ni l'Hôtel-Dieu ne sont a priori. Et donc, on voit émerger dans le courant du 19e siècle, c'est assez net au milieu du 19e siècle, un prototype d'hôpital, ce qu'on appelle un hôpital pavillonnaire. L'hôpital Lariboisière à Paris, près de la gare du Nord, est le prototype de l'hôpital pavillonnaire qui, comme vous voyez, est constitué et réparti en fait entre des bâtiments qui sont séparés les uns des autres. C'est l'époque où l'on estime que l'infection nosocomiale est favorisée par les miasmes qui planent dans l'air, et donc il faut pratiquer une distanciation sociale, il faut pratiquer des gestes barrières, il faut pratiquer des mesures de sécurité sanitaire dans l'hôpital. Et on le fait par la distance physique entre les pavillons. Cela coïncide avec les conceptions médicales du milieu du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, les choses évoluent, puisque, avec le travail de Pasteur, par exemple, on emploie une conception plus biologique des choses, et on se rend compte que la distanciation sociale, les gestes barrières et la sécurité sanitaire ne doivent pas amener à mettre en cause les miasmes et l'air, mais bien plutôt les microbes, comme on commence à dire, et bien plutôt donc les microbes qu'il faut traiter, neutraliser sur le terrain. Et on préférera transformer l'hôpital pour améliorer l'hygiène et l'asepsie à l'intérieur des pavillons plutôt qu'en répartissant l'hôpital dans des pavillons différents. Donc l'architecture de l'hôpital Lariboisière est caractéristique des conceptions que l'on a au milieu du 19e siècle, mais on commence à éliminer cela donc à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Alors, si je reprends l'exemple de Valenciennes, c'est un exemple que je connais bien et qui est tout à fait significatif. À Valenciennes, on crée donc un nouvel hôpital, non pas au milieu du 19e, mais au début du 20e siècle. On commence les travaux au début de l'année 1914, et alors bien sûr il faut les interrompre très rapidement du fait de la guerre et de l'occupation, parce que Valenciennes va se situer dans la zone occupée, et puis ces travaux reprennent après la guerre, donc dans les années 20, et ils sont achevés en 1936. On inaugure donc à Valenciennes en 1936 l'hôpital moderne de la ville, qui est, alors on conserve le nom d'Hôtel-Dieu, mais en réalité c'est un hôpital pavillonnaire. Autrement dit, à Valenciennes, la nouveauté du milieu du 19e siècle est construite au début du 20e siècle. En 1936, l'hôpital est inauguré et en 1936, c'est le moment où à Lille, on commence à construire l'hôpital qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital Claude Hurier, et qui est l'un des hôpitaux du centre hospitalier universitaire. Donc c'est un bâtiment monobloc, si on peut dire, où il y a des services différents qui sont répartis dans le bâtiment, et on a complètement abandonné les miasmes et complètement abandonné la structure pavillonnaire. Alors, c'est à la lumière donc de cette évolution de l'hôpital qu'on peut se demander ce que c'est qu'un hôpital militaire. Est-ce que c'est un hôpital ordinaire? Alors la réponse est non, ce n'est pas un hôpital ordinaire, mais bien sûr il est lui aussi, comment dirais-je, affecté par les évolutions de la conception du milieu hospitalier que l'on voit se développer dans le courant du 19e siècle. L'hôpital militaire, ce n'est pas un hôpital ordinaire parce que, par la force des choses, il faut bien qu'il y ait une structure stable, une structure fixe, et une structure mobile pour suivre les armées en campagne, pour suivre les évolutions donc tactique et stratégique. Il faut bien qu'il y ait une partie mobile dans l'hôpital militaire. Ça, c'est la spécificité de l'hôpital militaire. Alors, cette partie mobile, là encore, on peut évoquer Dominique Jean Larrey au début du 19e siècle, qui invente, si l'on peut dire, l'ambulance, c'est-à-dire un système de transport des blessés
pour les emmener aussi vite que possible à un endroit où on pourra les soigner au mieux, à un endroit où lui, l'arrêt, pourra pratiquer ses amputations. Donc l'ambulance, c'est à la fois le véhicule qui permet de transporter le blessé, mais c'est aussi le lieu où on va le traiter en urgence, en quelque sorte, près du champ de bataille. Il y a donc une spécificité de l'hôpital militaire dès le début du 19e siècle. Une autre spécificité de l'hôpital militaire, c'est qu'il est militaire, c'est-à-dire que le personnel, les médecins, sont intégrés dans une hiérarchie. Ils ont rang plus ou moins d'officier, enfin, ils sont quand même dans une position subalterne. Et le système de santé est donc incorporé dans la hiérarchie militaire. On a pu dire parfois que l'intendance doit suivre, eh bien, la médecine doit suivre aussi les armées en campagne. C'est la conception que l'on peut avoir dans l'hôpital militaire au début du 19e siècle. Et puis, il y a des expériences qui sont faites pendant les conflits, surtout la guerre de Crimée. La guerre de Crimée qui a lieu dans les années 1850, entre 1854 et 1856. Cette guerre de Crimée a une caractéristique très, très spéciale. Elle est marquée par une intervention conjointe des Français et des Britanniques aux côtés de la Turquie pour lutter contre la Russie. Alors pourquoi, peu importe, c'est pas notre sujet, mais intervention conjointe des Français et des Anglais, donc des Britanniques. Et il y aura donc des soldats français et des soldats britanniques, il y aura des blessés français et des blessés britanniques, il y aura des morts français et des morts britanniques. Et on a pu constater que, bien sûr, il y a des morts des deux côtés, mais les morts ne meurent pas de la même façon, selon qu'ils sont britanniques ou selon qu'ils sont français. On a compté que un mort britannique sur 4 mourrait non pas des blessures contractées, enfin subies sur le champ de bataille, mais des maladies contractées à l'hôpital. 1 sur 4. Et dans le cas français, c'est 2 sur 3. Donc la plupart des morts français meurent de maladies contractées à l'hôpital, alors que la plupart des morts anglais meurent des blessures contractées sur le champ de bataille, subies sur le champ de bataille. Et cela pousse évidemment les Français à réfléchir à cette différence. Donc, comment peut-on expliquer ça? Nous disons cette différence en matière d'hygiène, mais c'est ce genre d'observation qui amène à une évolution des techniques hospitalières, à une évolution lente des techniques hospitalières, parce que dans la région, qu'est-ce que c'est que l'hôpital militaire? Nous sommes dans une région frontière, hein, et donc l'hôpital militaire, vous le voyez, tel qu'il existe avant 1914, il se situe à Lille, rue de l'hôpital militaire, mais en réalité, il est installé dans un bâtiment qui a été un collège jésuite, dans un bâtiment ancien. Et en 1914, on donne à cet hôpital militaire le nom de Léonard Scrive. Scrive a été l'un des médecins pionniers dans l'introduction en France, au milieu du 19e siècle, de l'anesthésie par chloroforme. Eh bien, on a beau nommer Scrive cet hôpital militaire, en réalité, malgré toutes les expériences faites durant la guerre de Crimée, on est encore dans une structure de type tout à fait ancien. Donc, on voit par là que lorsque la guerre de 1914 va commencer, il y a eu des évolutions dans l'hôpital militaire, mais que ces évolutions ne sont pas complètement achevées. La nouveauté que la guerre va constituer pour l'hôpital militaire va amener celui-ci à devoir s'adapter à la nouvelle réalité. Et cette nouveauté, eh bien, c'est, comme on va le voir, les nécessités de cet afflux massif de blessés donc, dans les ambulances. Vous avez là, je vais vous montrer quelques photographies qui ont été prises dans ce qu'on appelle le fond du jardin. Le docteur Dujardin était un médecin militaire, donc durant la guerre, il a pris des centaines de photos des installations qu'il a pu observer, et ces photos, il les a déposées par la suite aux archives départementales du Finistère, à Quimper. Et donc, on voit ce que c'est que l'hôpital militaire dans sa partie mobile. Il y a l'ambulance, c'est ce que l'on voit là, pour évacuer le blessé, et puis il y a aussi, et ça c'est la caractéristique même de l'hôpital militaire, il y a les tentes de triage. Il faut trier les blessés. Quels sont ceux qui vont rester sur place parce qu'ils sont peu atteints, et on peut les penser simplement? Quels sont ceux qu'il faut emmener un petit peu plus loin pour les soigner mieux, ou encore plus loin éventuellement si leur état de gravité le justifie? Donc la notion de tri des blessés, c'est une notion fondamentale dans l'hôpital militaire. Et puis, donc il y a l'hôpital mobile sur le terrain, et puis il y a un hôpital fixe
que l'on peut appeler un hôpital d'étape. Alors là, je vous montre l'hôpital d'étape à Valenciennes. On est dans la zone occupée, donc c'est un hôpital allemand, qui est installé dans un bâtiment scolaire, le Collège des jeunes filles, qui est aujourd'hui le lycée Watteau. Et donc, cet hôpital d'étape, c'est le lieu où l'on va opérer, c'est le lieu où l'on va soigner, c'est le lieu où l'on va s'efforcer d'aider naturellement le blessé. Si son état le justifie, il pourra éventuellement être transféré dans un hôpital plus important, plus spécialisé aussi, si l'état du blessé le justifie, ou bien dans un centre de convalescence éventuellement aussi. Et donc, si l'on prend le cas de Joseph Boizard, que nous suivons, donc Boizard est blessé en 1914-1915 à l'épaule et au genou, et vous le voyez ici, dans une section d'un hôpital militaire, c'est la partie convalescence, si on peut dire, loin du front, on est à La Rochelle, à Châtelaillon, à côté de La Rochelle, une section de l'hôpital militaire où les blessés ayant été soignés eh bien, se remettent de leurs blessures. Et Joseph Boizard est là, c'est lui qui porte le drapeau. Alors, y a-t-il quand même une nouveauté durant la Première Guerre mondiale pour l'hôpital militaire? Oui, il y a ce qu'on appelle l'autochir, donc l'ambulance chirurgicale automobile, qui est composée de plusieurs camions. Il y a un camion qui transporte le système de radiographie, il y a un camion qui transporte le matériel de stérilisation, et il y a un camion qui transporte ce qui est nécessaire pour déployer une salle d'opération. Et donc, c'est ce que l'on voit ici, la salle d'opération qui est là sur la partie droite et qui peut se replier ensuite lorsque l'on a terminé les interventions. Ça, c'est la nouveauté de la Première Guerre mondiale. La partie mobile de l'hôpital, ce n'est plus simplement l'ambulance dans laquelle finalement on pense sans véritablement soigner, mais c'est un lieu mobile où l'on va pouvoir opérer le plus vite possible les blessés qu'il faut soigner, donc il faut traiter. Alors, opérer et soigner, oui, mais concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut faire quand on est médecin ou chirurgien face aux blessés? Si l'on prend par exemple les traumatismes psychiques dont je parlais tout à l'heure, ces traumatismes psychiques que l'on découvre et que l'on a un peu de peine à nommer durant cette période, ces traumatismes psychiques, comment va-t-on les soigner? Eh bien, la conviction des médecins pendant la guerre, c'est que, dans toute la mesure du possible, il faut traiter sur place le blessé psychique, de manière à ne pas l'obliger, lorsqu'il aura été soigné et peut-être guéri, ne pas l'obliger à devoir en plus se réadapter au terrain, se réadapter au milieu, se réadapter au front, si on peut dire. Donc, le traiter aussi près que possible du front pour qu'il puisse se réinsérer au front le plus vite possible. Parce que le but des soins, c'est bien ça, c'est transformer un soldat blessé en un soldat qui peut remonter au front. Donc, la conviction chez les médecins et les chirurgiens, c'est qu'il faut s'efforcer d'agir le plus près possible du terrain. Et sinon, si ça ne suffit pas, alors évidemment, il faudra emmener les blessés psychiques, les traumatisés psychiques plus loin. Qu'est-ce que l'on va leur proposer comme remède? Des remèdes très, très légers, de la balnéothérapie pour calmer, pour réduire l'anxiété, du repos et du sommeil. On pourra leur proposer aussi éventuellement une hypnose ou le chloroforme. L'idée étant qu'une anesthésie provoque une stimulation du système nerveux aussi, et que peut-être cela peut permettre de réduire et de récupérer, donc peut permettre aux blessés de récupérer. Et puis si ça ne suffit pas, eh bien, on expérimente des mesures coercitives, donc pour ces traumatismes psychiques, des mesures coercitives à base de traitements électriques divers, qui ressemblent, en tout cas c'est ce que suggère la photographie, qui ressemble à des tortures, plus qu'à autre chose, mais les médecins sont assez satisfaits de ces traitements électriques qu'ils n'hésitent pas à
qualifier de, par exemple, pour désigner et définir ces traitements, des verbes comme provoquer ou déclencher. Provoquer et déclencher une réaction, démasquer éventuellement les simulateurs, parce que rien ne ressemble plus à un traumatisé sans lésion physique. Donc rien ne ressemble plus à un traumatisé sans lésion physique qu'un simulateur. Il faut dépister les simulateurs, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, en somme, la réponse thérapeutique pour les traumatismes psychiques n'est pas très imaginative, n'est pas très nouvelle. On a peine à désigner par des mots la réalité du traumatisme et on a peine à soigner la réalité du traumatisme aussi. Alors, prenons une deuxième catégorie de blessures, les blessures de la face, par exemple. Alors là, ce sera le cas de Joseph Boisard. Joseph Boisard qui est blessé au bras et au genou en 1914-1915, mais qui est blessé au visage en 1918. En avril 1918, dans le contexte des offensives finales de la fin de la guerre, donc, il reçoit un jour une balle, vous voyez, qui lui emporte la pyramide nasale et l'œil gauche, en provoquant une blessure très profonde de la face. Alors, comment traiter ces blessures de la face ? C'est difficile parce que dans la médecine civile à laquelle on était habitué jusque-là, on ne trouvait jamais ce genre de blessure. Donc il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de spécialité chirurgicale qui puisse a priori traiter ce genre de blessure. La chirurgie de la face, la chirurgie maxillofaciale par exemple, n'est pas une discipline, n'est pas une spécialité constituée avant la guerre de 1914. Elle va apparaître justement avec la guerre de 1914, mais elle n'existait pas au préalable. Et donc, on voit des expériences qui sont réalisées, on voit des initiatives qui sont prises pour traiter ce genre de blessures. Et c'est le cas notamment des travaux du docteur Delagenière qui est un chirurgien, c'est lui qui opère Joseph Boisard, justement, et le docteur Delagenière met au point une technique de greffe. Ostéopériostique. Alors, le périoste, c'est une membrane qu'il y a à l'intérieur de l'os qui est vascularisée, qui permet d'apporter des nutriments de manière à stimuler la croissance de l'os. Et donc, le docteur Delagenière prélève sur le tibia des fragments de périoste qu'il va greffer sur le visage. Il explique que le plus simple est de prélever le lambeau de périoste avec un ciseau et un marteau, comme le menuisier. Et c'est exactement ce qu'il dit. Et donc, il implante ce greffon, en quelque sorte, sur le visage, et il peut ainsi essayer de reconstituer, non pas simplement de soigner le blessé, mais de réparer le blessé, en fait, reconstituer, dans la mesure du possible, des éléments de visage. Et donc, il opère Joseph Boisard, et voilà donc le résultat. Donc, il y a ici le greffon qui a été appliqué, et puis des gouttières métalliques qui immobilisent le tout pour permettre la cicatrisation. Alors, ces greffes ostéopériostiques sont très bien reçues par les blessés qui estiment, pour la plupart, peut-être pas le cas de tous, mais pour la plupart, que cela leur donne la possibilité de retrouver une image, disons, humaine, un visage humain, un visage regardable, ce qui n'était pas forcément garanti autrement. Donc, l'exemple de la chirurgie maxillofaciale, l'exemple de la greffe ostéopériostique de l'ingénieur et d'autres, il n'est pas le seul bien sûr à faire cela, eh bien, nous introduit finalement à ce sujet que j'évoquais tout à l'heure, guerre et médecine. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des liens entre guerre et médecine ? La médecine montrerait-elle qu'elle est utile en temps de guerre, ou qu'elle peut bénéficier de la guerre en faisant surgir de nouvelles spécialités en somme. Eh bien, c'est ce point-là que je vais aborder maintenant dans la deuxième partie de mon petit propos. La guerre accélératrice de la médecine. Alors, c'est une question qui est un petit peu
dérangeante, effectivement, et qui a souvent été laissée de côté, n'a pas été traitée, étudiée, examinée véritablement par les historiens, ni les historiens de la guerre, ni les historiens de la médecine. Et il faut attendre pour que l'on commence à voir des travaux un petit peu fondamentaux sur ce sujet, il faut attendre la publication en 1976 d'un ouvrage tout à fait fondateur en la matière, c'est l'ouvrage de John Keegan, vous avez l'édition anglaise à gauche et la traduction française à droite, Anatomie de la bataille, où Keegan compare 3 batailles complètement différentes. La bataille d'Azincourt en 1415, la bataille de Waterloo en 1815 et la bataille de la Somme en 1916. A priori, rien de commun entre ces différentes batailles, hein, surtout entre la Somme et l'Azincourt, a priori. Mais ce qui intéresse Keegan, ce n'est pas la bataille en tant qu'élément tactique, en tant que moment dans une stratégie. Ce qui intéresse Keegan et ce sur quoi il travaille, ce n'est pas la bataille au sens où on pourrait cartographier, au sens où on pourrait l'enseigner dans les écoles de guerre. Dans les écoles de guerre, on enseigne encore la bataille de Cannes entre Hannibal et les Romains. Bon, c'est pas ça qu'évoque Keegan. Il ouvre de nouvelles perspectives en prêtant une attention au quotidien de la guerre, au côté concret de la guerre et de la bataille. Donc, il cherche à restituer ce qui est réellement une bataille, non pas sur les cartes, mais pour les soldats, pour les participants directement à ces batailles, les soldats et les médecins, donc, puisque nous parlons des médecins. Et donc, il montre que, en général, la guerre a été considérée comme quelque chose de séparé du reste de la société, du reste de la culture aussi, et qu'il faut, au contraire, pour comprendre ce que c'est qu'une bataille, eh bien, rapprocher la guerre de la société, rapprocher la guerre de la médecine, puisque c'est notre sujet. Et donc, on voit, après la publication de cet ouvrage, on voit des travaux importants qui sont réalisés sur donc, le thème des liens entre guerre et médecine. J'ai évoqué tout à l'heure cet historien anglais, Roger Cooter, qui était l'une des 2 références avec Sophie Delaporte que je donnais tout à l'heure. Roger Cooter, c'est un historien anglais, en effet, qui travaille sur l'orthopédie. Et il constate qu'avant la guerre de 1914, il y a des éclopés, il y a des amputés, on appareille comme on peut, mais il n'y a pas une spécialité orthopédique, une spécialité médicale orthopédique. Cette spécialité va naître pendant la guerre, compte tenu de la multitude des amputés, des éclopés de toute nature. Donc certains médecins, certains chirurgiens développent toute une discipline nouvelle qui est donc la discipline orthopédique. Et ce faisant, ils vont se mettre en marge par rapport au courant traditionnel des médecins. Il y a des opposants, en quelque sorte, à l'émergence de cette nouvelle spécialité. Et puis, ils vont aussi considérer que pour appareiller convenablement, pour aider convenablement les blessés et les amputés, eh bien, il faut non pas simplement leur donner une béquille, hein, mais il faut aussi considérer que le corps est une entité complète, en quelque sorte, et que donc il faut envisager une réadaptation, il faut envisager une présence du blessé appareillé ensuite sur, par exemple, sur des lieux de travail, soigner pas simplement donc le membre amputé, mais soigner l'ensemble de la personne pour que celle-ci puisse trouver une position après la guerre. Donc, cet exemple que j'évoque doit être mis en rapport avec l'histoire générale de la médecine au 19e et au début du 20e siècle. Bon, je vais rappeler simplement quelques grands moments de la transformation de la médecine au 19e siècle. Hein. Le 19e siècle, sur le plan de l'histoire de la médecine, est intéressant parce que jusqu'au 19e siècle, les médecins ne peuvent pas soigner, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas de thérapeutique, ils ne peuvent pas soigner, ils peuvent simplement observer. Mais observant,
ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils voient parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement du corps humain, il manque d'un appareillage conceptuel pour mettre en rapport, pour mettre en relation les observations qu'ils font. Donc jusqu'au début du 19e siècle, les médecins ne peuvent pas soigner et ne comprennent pas ce que c'est que la maladie, si je simplifie un petit peu. Au 19e siècle, ils comprennent ce qu'est la maladie, mais ils ont du mal à soigner parce qu'ils manquent de médicaments et des thérapeutiques qui interviendront par la suite. Donc c'est intéressant de voir les transformations de la médecine au 19e siècle. Et il y a trois grands moments. Un premier moment, c'est le moment Laennec, on pourrait dire. Donc au tout début du 19e siècle, Laennec est l'inventeur du stéthoscope. Et Laennec non seulement invente le stéthoscope, mais il invente aussi un vocabulaire. Dans le fameux livre qu'il publie, De l'auscultation médiate, publié en 1819, un vocabulaire pour, d'une part, désigner et nommer ce que l'on entend quand on utilise le stéthoscope, et donc il emploie des mots qui sont encore employés aujourd'hui, des mots comme souffle, râle, bruit, frémissement, frottement, mais il met aussi en relation ces mots avec les sons que l'on entend et les sons avec les lésions qui vont être observées lorsque l'on pratiquera une autopsie. La particularité de l'autopsie, c'est qu'elle permet de voir par soi-même un corps mort. La particularité du stéthoscope, c'est qu'il permet d'entendre un corps vivant, et avec les lésions qui provoquent des variations des sons dont je parlais il y a un instant. Donc avec le stéthoscope, on commence à entrer dans une compréhension beaucoup plus précise du fonctionnement du corps humain, et de ce fait, eh bien, toute l'idée que l'on se fait de la maladie va changer complètement. Donc c'est un point de départ essentiel, le moment de la Laennec, on pourrait dire. Il y a un deuxième moment important, au milieu du 19e siècle, c'est le moment Claude Bernard. Claude Bernard qui introduit en quelque sorte la biologie. Claude Bernard s'est rendu célèbre en pratiquant des expériences sur les animaux, on le voit là, pratiquant une vivisection, ce qui a été reproché par ailleurs, et il s'est rendu célèbre notamment en analysant le fonctionnement du foie. Il s'est rendu célèbre, son expérience la plus connue, c'est celle sur la fonction glycogénique du foie. Donc, il prend un chien à qui on n'a pas donné de sucre pendant longtemps, on analyse le sang de ce chien avant que le sang n'entre dans le foie, donc le sang ne contient pas de foie, et on analyse le sang à la sortie du foie, ventus hépatique, et le sang contient du sucre. Donc la démonstration est faite que le foie peut engendrer, peut produire glycogène, peut produire du sucre nécessaire à l'organisme. Donc Claude Bernard développe tout cela, il développe à partir de cela tout un raisonnement sur le fonctionnement du corps humain, sur le milieu que constitue ce corps humain et sur les différents fluides que l'on peut analyser. Il ouvre la voie à la biologie médicale qu'on connaît bien aujourd'hui et il explique tout cela dans un ouvrage fondamental qui est l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale qu'il publie en 1865. Donc, Laennec, Claude Bernard, deux moments importants. Et puis le troisième moment, évidemment, c'est Pasteur. Pasteur qui, comme vous savez, était chimiste et pas médecin, mais Pasteur qui s'illustre en travaillant sur une question simple, sur la fermentation. Qu'est-ce que c'est que la fermentation? Est-ce que c'est un phénomène physique et chimique ou est-ce que c'est autre chose? Et Pasteur, comme vous savez, réussit à montrer que c'est un phénomène biologique. Parce qu'il y a, alors là aussi, il faut former des mots, il faut composer des mots pour nommer ce que l'on découvre. Il y a donc des microbes, des bactéries ou d'autres termes pourront être employés, qui sont à l'origine donc de la fermentation. De là découlent aussi les expériences qu'il fait sur la vaccination, c'est-à-dire que la vaccination est pratiquée en fait depuis le XVIIIe siècle, depuis Jenner, 1796, mais Pasteur réussit à expliquer ce qui se passe avec l'inoculation de la vaccine donc, contre la variole. Donc, trois moments importants de l'évolution de la médecine au XIXe siècle, Laennec, Claude Bernard et Pasteur. Bon, j'aurais pu prendre aussi des médecins anglais ou des médecins allemands pour développer ce raisonnement-là, et la conclusion serait de toute façon la même. Dans ces trois moments importants de l'évolution de la médecine, la guerre n'entre pour rien. Il n'y a pas de rapport avec la guerre.
quels sont les rapports entre guerre et médecine? Quels sont les rapports entre... C'est une question compliquée. C'est une question compliquée, mais qu'il faut quand même examiner. Peut-être que la guerre pourrait constituer, si elle ne détermine pas l'histoire de la médecine et les évolutions des grandes phases de l'histoire de la médecine, peut-être que la guerre peut constituer une sorte, on pourrait dire, d'opportunités à saisir. Il y a des occasions qui permettent des progrès. Et par exemple, il y a quelques histoires intéressantes qu'on peut raconter. Par exemple, l'histoire de ce chirurgien allemand, Friedrich von Eschmach, qui met au point un bandage, qui met au point donc un, donc un pansement réutilisable qu'il enfin, produit, enfin, qu'il définit, vous voyez le dessin qu'il y a sur l'écran. Donc, Eschmach conçoit ce pansement chirurgical qui va transformer aussi les soins médicaux. Et Eschmach, c'est un médecin qui intervient sur le champ de bataille pendant les guerres du Schleswig-Holstein, donc dans les années 1860. Et donc là, on commence à avoir des liens peut-être entre guerre et médecine. Ou alors un autre exemple bien connu aussi, c'est l'exemple de Florence Nightingale. Je parlais tout à l'heure de la guerre de Crimée. Florence Nightingale, c'est une infirmière anglaise qui intervient en Crimée et qui, je reviens un petit peu sur les images antérieures, donc, qui intervient en Crimée et qui s'illustre de deux façons. D'une part, en insistant pour que dans les ambulances, l'on ouvre les fenêtres, l'on aère, l'on balaye, et d'autre part, en se relevant la nuit pour aller voir les malades, pour aller prendre de leurs nouvelles et pour aller les soigner. Donc c'est la dame à la lampe, en somme. Et c'est une héroïne nationale en Angleterre. Vous avez vu, son portrait figure sur des billets de banque, sur des pièces de monnaie, sur d'anciens billets de banque et d'anciennes pièces de monnaie. Et il avait même été question, au moment où elle est morte, en 1910, de l'enterrer dans l'abbaye de Westminster. La famille a refusé parce que la place d'une jeune femme de bonne famille n'est pas d'être enterrée parmi les hommes. Même dans l'abbaye de Westminster. Mais Florence Nightingale, c'est une icône, au fond, de la médecine de guerre, si on veut. C'est une belle histoire, mais on a oublié l'histoire de Mary Seacole. Mary Seacole, qui est collègue de Florence Nightingale, qui a été décorée, vous voyez, il y a des médailles ici, hein, mais qui, étant, comme on dit aujourd'hui, une personne racisée, eh bien, a été oubliée après la Première Guerre mondiale, après la guerre de Crimée, et on s'en est souvenu véritablement que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc il y a des histoires, de belles histoires qu'on peut raconter, mais ça n'empêche pas que il ne faut pas nier la réalité. C'est-à-dire, la Première Guerre mondiale, c'est une période où, en effet, on voit se développer des techniques de chirurgie maxillofaciale. En effet, il y a le développement de pratiques orthopédiques. En effet, l'on introduit les transfusions sanguines. Bref, il y a toute une série de transformations essentielles, toute une série d'opportunités. La guerre constitue une opportunité, disons, pour introduire ces nouveautés. Et puis, il y a aussi des débouchés professionnels qui peuvent être saisis. Prenez par exemple le cas des femmes. Alors autrefois on disait doctoresse, ensuite on a dit femme médecin, maintenant je vois qu'on dit une médecin. Donc en tout cas, les femmes, quelle est leur place dans le corps médical avant la guerre de 14 et dans le corps des médecins militaires en particulier avant la guerre de 14, alors c'est très simple. Dans l'armée anglaise, par exemple, il n'y en a pas. Elles peuvent être infirmières, mais sûrement pas médecins. Dans la vie civile, oui, mais pas dans l'armée. Et donc, la guerre bouleverse complètement cette situation. Les besoins sont tels que, naturellement, il y a des opportunités qui peuvent être saisies pour des femmes médecins qui vont pouvoir intervenir éventuellement sur le champ de bataille. C'est ce qu'elles font dans l'armée française. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles existent, et c'est ce qu'elles vont faire même un petit peu dans l'armée anglaise. Et puis aussi, elles vont pouvoir, dans la vie civile, eh bien, peut-être occuper des postes qui n'auraient pas été accessibles pour elles avant la guerre de 1914. Ce qui est vrai des femmes médecins est vrai aussi des femmes infirmières. Donc il y a des débouchés professionnels que la guerre peut apporter.
on peut constater aussi que la santé publique est affectée par la guerre. Alors on pourrait se dire, elle est détériorée par la guerre, mais le livre que Jay Winter publie en 1985, donc vous voyez la Grande Guerre et le peuple britannique, Jay Winter c'est un historien américain spécialisé dans la démographie. Et donc il étudie l'état de santé de la population britannique pendant la Première Guerre mondiale. Et il constate que cet état de santé s'améliore. Alors, pas pour tout le monde, mais s'améliore notamment pour les catégories les plus modestes. Et il explique cela par le rationnement alimentaire. Le rationnement alimentaire, euh, c'est bien sûr la gestion de la pénurie, mais c'est la gestion relativement égalitaire de la pénurie. Et donc, pour les catégories les plus défavorisées, le rationnement a permis d'avoir accès, limité certes, mais d'avoir accès à des produits alimentaires qui auparavant étaient totalement inaccessibles. Donc il y a une amélioration de l'état de santé dans certaines catégories pendant la guerre. Voilà quelque chose qui est quand même intéressant à remarquer et à relever. On voit aussi des progrès tout à fait considérables en matière de traitement des maladies vénériennes, par exemple. La syphilis en particulier, qui fait des ravages au XIXe siècle, hein, comme vous le savez sans doute. Et cette maladie est très peu traitée, très mal traitée au XIXe siècle. Il y a des traitements à base de mercure qui sont épouvantables et qui ne font pas de qui n'apporte pas de résultats vraiment satisfaisants. Et puis on voit apparaître un médicament, le salvarsan, un antisyphilitique, pendant la guerre, qui va être utilisé dans les différentes armées, et on commence donc à voir avec la guerre une action plus efficace et plus déterminée contre les maladies vénériennes. La guerre peut constituer un contexte peut-être favorable pour le développement de la médecine. On voit aussi ce qu'on pourrait appeler une scientifisation de la médecine. On voit une scientifisation de la médecine lorsque, une intensification des liens entre science et médecine du fait de la guerre. Je prendrai par exemple le cas de ce produit qui est un fleuron de la chimie allemande, donc l'aspirine, qui est mise au point en 1899 et qui, pendant les 20 ans qui suivent, est diffusée, mais je dirais relativement lentement. Or, avec la guerre, l'aspirine va se diffuser très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en 1919, au moment de la signature du traité de Versailles, il y a un certain nombre de biens allemands qui sont mis sous séquestre, et c'est le cas notamment de certains brevets dans l'industrie chimique, les brevets pour l'aspirine en particulier, qui sont donc très facilement diffusés, très largement diffusés, et que vous voyez en France par exemple. Donc la mise sous séquestre des brevets de l'industrie chimique allemande provoque une diffusion de certains médicaments, diffusion accélérée par la guerre et par les conséquences de la guerre, de la défaite, là, en l'occurrence pour l'Allemagne. Ou bien, autre exemple d'intensification des liens entre science et médecine, c'est l'exemple de Marie Curie. Marie Sklodowska-Curie, comme il faut l'appeler à juste titre. Marie Curie qui qui développe des applications, des découvertes qu'elle a réalisées durant les années qui ont précédé la guerre. Marie Curie met au point donc une série d'applications concrètes en matière disons pour simplifier, de radioscopie, ce qui permet d'identifier, de repérer les éclats d'obus que l'on va pouvoir ensuite extraire. Marie Curie n'hésite pas à mettre au point des voiturettes mobiles pour transporter les instruments donc, de radioscopie, et même, c'est ce que montre la photographie, elle qui est titulaire de 2 prix Nobel avant la guerre, eh bien, elle est aussi titulaire d'un permis de conduire en 1916. Donc, c'est un exemple tout à fait significatif, tout à fait intéressant, qui peut être mentionné. Et donc, au fond, la guerre, peut-être, a engendré des effets positifs. En tout cas, c'est à ce stade la conclusion partielle à laquelle on peut arriver. Mais des effets positifs, au fond, par rapport à quoi?
Effet positif par rapport à quoi? C'est-à-dire que il y a dans la notion de médecine en temps de guerre, il y a une ambiguïté fondamentale, une ambiguïté tout à fait constitutive. D'abord, on remarque que, certes, il y a du nouveau en matière de blessures, en matière de traumatisme, mais que les progrès qui sont accomplis ne sont peut-être pas fondamentaux. Il y a du nouveau. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, on prend conscience de l'existence des traumatismes psychiques, du shell shock, comme disent les médecins anglais, ou comme on dira plus tard, des états post-traumatiques. Mais on pouvait en prendre conscience déjà avant la guerre de 1914, notamment lors de la survenue des accidents ferroviaires. Les médecins anglais qui inventent la notion de shell shock avaient aussi inventé la notion de railway spine, c'est-à-dire le choc provoqué par l'accident de chemin de fer. Et des accidents de chemin de fer, avant 1914, il y en a beaucoup. Le plus spectaculaire, à mon avis, c'est celui qui survient en 1895 à Paris et qui, évidemment, donne lieu à la prise de cette photo bien connue et tout à fait remarquable. Mais c'est un accident qui provoque des victimes. Il y avait là un kiosque à journaux. À l'intérieur du kiosque à journaux, il y avait une dame qui vendait des journaux et qui a donc été tuée dans cet accident. Donc la railway spine, le choc provoqué par l'accident de chemin de fer, aurait dû mener au développement de tout le raisonnement sur le shell shock, sur l'état post-traumatique. Or, ça n'a pas été le cas. On voit bien que la voie est ouverte pour la conceptualisation de l'état post-traumatique, mais il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour ça. Donc, il y a certes des traumatismes abondants, des traumatismes nouveaux, mais pas de véritables progrès fondamentaux, en tout cas pas autant qu'on pourrait le souligner. Et pourquoi? Parce que dans bien des cas, les leçons que l'on tire de la médecine en temps de guerre, ces leçons ne sont pas transposables, ces leçons sont sans valeur. Par exemple, je dirais une blessure ou un traumatisme subi par les soldats dans les tranchées, c'est ce qu'on appelle le pied des tranchées. Le pied des tranchées avec ici, vous voyez, la décomposition des chairs et l'émergence de l'os. Bon. Si vous traitez ce pied des tranchées, et bien sûr, il faut essayer de traiter ce pied des tranchées, si vous traitez ce pied des tranchées, mais qu'est-ce que vous allez faire des connaissances que vous acquérez en temps de guerre une fois la paix revenue? Il n'y a pas de pied des tranchées en temps de paix. Donc des leçons qui sont accumulées, oui, bien sûr, pendant la période de la guerre, mais qui ne sont pas directement transposables ensuite dans la période de paix. Et puis de toute façon, chaque guerre est une spécificité. Je veux dire, la guerre d'hier n'est pas la guerre d'aujourd'hui, et la guerre d'aujourd'hui n'est pas ce que sera la guerre demain. Lorsque la guerre de 1914 commence, les expériences les plus récentes en matière de guerre, c'était par exemple la guerre des bourgs. Tout diffère lorsque vous comparez les champs de bataille de la guerre des bourgs en Afrique du Sud dans les années 1890 avec les champs de bataille en Artois, en Champagne, dans les années 1914, 1915, 1916. Ce n'est pas du tout le même milieu, ce n'est pas du tout la même atmosphère, ce n'est pas la même guerre, ce ne sont pas les mêmes blessures, ce n'est pas la même thérapeutique non plus. Donc, les progrès qui ont pu être envisagés, que j'ai énumérés tout à l'heure, ces progrès ne sont peut-être pas forcément, ou alors il faut les mettre en balance avec ce qui n'est pas vraiment progrès. J'ai évoqué tout à l'heure les occasions les débouchés professionnels pour les médecins, mais ces débouchés professionnels, prenons le cas des orthopédistes par exemple. Ils ont fait naître une spécialité nouvelle afin d'appareiller les blessés et les amputés de la guerre. Mais que va devenir cette spécialité après-guerre? Quels sont les amputés, quels sont les blessés en temps de paix? Ce sont les victimes d'accidents, et on ne les appareillait pas très bien avant la guerre de 1914, on va les appareiller encore à peu près de la même façon après 1914. Il faut beaucoup de temps pour que cette discipline nouvelle qui est née se développe véritablement et puisse être effectivement intégrée dans les différents systèmes de soins dans les différents pays européens. Les femmes, la guerre a amélioré la condition
des femmes, oui, des femmes médecins, je veux dire, oui, mais une fois la guerre terminée, euh, il y a une ambiguïté qui surgit. La figure traditionnelle de la femme, c'est la femme qui soigne, je veux dire, c'est la femme qui aide, c'est la femme qui pense, c'est la femme qui nourrit, c'est la femme qui frotte le front. Voilà, c'est l'infirmière en réalité. Qu'est-ce que l'on peut faire d'une femme médecin dans la vie civile après 1918? Le blessé, c'est le guerrier abattu, c'est le guerrier affaibli, c'est le guerrier qui a été abattu par un danger qu'il n'a pas vu venir, qui a été abattu contre, sans avoir même combattu à proprement parler, bien souvent dans le cas des bombardements. Et voilà que la femme sort de sa position traditionnelle pour devenir la détentrice des secrets de la nature, des secrets des soins, des secrets de la guérison. C'est quelque chose qui est tout à fait insupportable. Donc la période qui suit la Première Guerre mondiale est marquée par une sorte de retour de bâton pour ce qui concerne l'émancipation des femmes, au moins dans le domaine médical, mais on pourrait montrer que c'est vrai aussi dans les autres domaines. Alors dira-t-on, mais tout de même, il y a la santé publique, on a dit tout à l'heure, l'état de santé de la population anglaise, au moins, s'améliore pendant la guerre du fait du rationnement alimentaire. Mais du fait du rationnement alimentaire, on crée des carences, on crée des troubles. L'état de santé ne s'améliore pas tant que cela pendant la période, en réalité. Et puis, cette période de la guerre se traduit aussi par une sorte de grande enfin, beaucoup de distance, beaucoup d'insuffisance dans certains aspects du système de santé. Je veux dire, tout ce qui concerne, par exemple, la gestion des épidémies est laissé de côté pendant la guerre. Il y a autre chose à faire, il y a le soigner les blessés, le Scholchek, etc. Mais ces épidémies, elles sont toujours là. Et la guerre n'est même pas terminée qu'une épidémie de grippe, hein, c'est bien, on l'appelle la grippe espagnole, surgit et va pendant 3 ans se répandre partout dans le monde et faire plus de morts que la Première Guerre mondiale. Donc il y a un affaiblissement des systèmes de santé dans ce domaine-là qui engendre, qui provoque, en tout cas qui aggrave l'épidémie qui survient tout de suite après. Ou pour être moins dramatique, on peut prendre le cas par exemple de cette illustration du magazine satirique Punch en Angleterre. Punch, c'est un très vieux magazine satirique qui remonte au milieu du 19e siècle et qui c'est toujours a toujours évité, disons, de lancer des appels à la collecte de fonds. C'est ce qu'il ne fait pas habituellement. Mais pendant la guerre, il le fait. Et pourquoi? Pour venir en aide aux hôpitaux qui sont menacés de fermeture. Les hôpitaux pour enfants, le East London Hospital for Children, donc, menacés de fermeture. Et Punch, en 1916, l'avis ici date de novembre 1916, est amené à faire un appel aux contributions des lecteurs, chose qu'il ne faisait pas antérieurement. C'est le signe que quelque chose ne tourne pas rond dans le système de santé britannique. Alors, ambiguïté fondamentale également si l'on considère donc la raison d'être de l'art médical. Depuis Hippocrate, on sait bien que la première chose que le médecin doit faire, c'est ne pas nuire. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel, l'engagement fondamental que l'on reprend dans le serment d'Hippocrate, par exemple. Or, pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? On voit que le médecin militaire, le médecin qui intervient sur le champ de bataille, a un rôle précis à jouer, c'est de soigner les malades et les blessés de façon à ce qu'ils puissent repartir au combat aussi vite que possible, le plus vite possible et le plus complètement possible. Donc, vu du point de vue du soldat, vu depuis les tranchées en quelque sorte, le médecin, c'est celui qui, alors qu'il devrait ne pas lui nuire, eh bien, déploie tout son art pour justement le renvoyer au combat. C'est quelque chose qui est difficile de comprendre et qui est difficile d'admettre. Les intérêts du médecin et les intérêts du patient sont des intérêts fondamentalement opposés, peut-être, pendant cette période.
Donc les combattants sont peut-être un peu méfiants vis-à-vis du médecin, vis-à-vis de la profession médicale. D'autant qu'il y a un autre élément important qu'on voit bien dans l'armée britannique, c'est la fonction qui est impartie aux médecins de repérer les simulateurs, de repérer les tricheurs. Et depuis le début du 19e siècle, c'est un élément tout à fait fondamental, puisque depuis le début du 19e siècle, les soldats blessés, invalides, perçoivent une pension d'invalidité. On a remarqué qu'au milieu du 19e siècle, il y avait autant de soldats et de marins percevant une pension d'invalidité que de soldats et de marins en activité dans les années 1850. Alors on comprend que l'on soit vigilant dans ce domaine. Mais la tâche fondamentale, l'intérêt essentiel donc, du médecin sur le champ de bataille, c'est au moins autant de démasquer le tricheur que de soigner le blessé. Et cela, c'est quelque chose dont les soldats peuvent se rendre compte. Les liens entre guerre et médecine ne sont pas des liens simples à analyser, simples à comprendre. Et d'autre part, il faut aussi constater que la médecine ne peut pas être considérée indépendamment du reste, indépendamment du contexte politique et économique dans lequel cet art médical est pratiqué. Reprenons l'exemple de Dominique Jean Larrey, par exemple. C'est le maître de l'amputation rapide. Il engendre, d'après ses détracteurs, des bataillons d'amputés, des bataillons d'éclopés. Mais à l'époque, au fond, il est très facile de trouver du personnel, il est très facile de lever des troupes, enfin, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais on peut lever des troupes. Il y a une offre de main-d'œuvre dans l'armée à l'échelle européenne qui est très large. Il n'est peut-être pas forcément nécessaire de soigner vraiment les blessés et les enfin, il n'est pas nécessaire de veiller à ce que les amputés soient traités de façon soigneuse, de façon à pouvoir se réadapter ensuite. On peut amputer en 1 ou 2 minutes, comme l'arrêt s'en vante. Durant la guerre de 14, évidemment, on est un petit peu plus vigilant, mais la préoccupation n'a pas complètement disparu. Prenons par exemple un extrait du protocole militaire médicale de l'armée britannique, donc en 1917. Pour répondre à cette question, que faire quand on soigne? Est-ce qu'on soigne pour permettre à un amputé d'être amputé et ensuite de dépendre de la générosité publique? Voilà un ancien combattant allemand, on peut imaginer à quel point il est plein de rancœur en 1923, hein, et on voit bien ce que cela peut donner ensuite. Et puis voilà un ancien combattant français qui est appareillé, qui est équipé pour avoir une activité professionnelle. Le photographe l'a en plus placé sous une lampe qui lui fait une espèce d'auréole presque de sainteté. Donc les photos sont révélatrices. Mais si donc on prend ce protocole médical de l'armée britannique de 1917, voyons comment l'art médical est instrumentalisé au service de l'ensemble de la société. Les objectifs principaux des hôpitaux des armées sont de rendre les handicapés physiques et mentaux aptes à reprendre le combat, ou, si cela n'est pas possible dans un délai raisonnable, de les renvoyer à la vie civile, en leur rendant leur valeur la plus élevée possible sur le marché du travail, de sorte qu'ils coûteront le moins possible au trésor public. Si cela peut être plus rapidement et plus efficacement obtenu par un niveau relativement élevé d'appareillage, par exemple la chirurgie orthopédique, ou un personnel plus nombreux, par exemple le service des soins infirmiers, il peut être plus économique de fournir tout cela. En somme, les aspects humanitaires de la médecine de guerre sont inévitablement soumis à un contrôle économique, à un contrôle idéologique, à un contrôle politique même, on pourrait dire. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire finalement pour conclure, pour terminer sur ce thème de la guerre et de la médecine? J'hésite à vous proposer une conclusion un petit peu plate, où je dirais, au fond, la médecine moissonne en temps de paix ce qu'elle a semé en temps de guerre, mais elle ne peut récolter en temps de guerre que si elle avait semé en temps de paix préalablement. C'est pour moi une conclusion très satisfaisante, cela. Une autre conclusion, on pourrait la demander éventuellement à Joseph Boisard. Joseph Boisard, qu'on avait laissé en 1918-1920, après son opération.
Hein, voilà donc Joseph Boisard en 1912, blessé et greffé. Et puis voilà le même personnage vers 1970. Au fond, qu'est-ce que la médecine lui a apporté et qu'est-ce que la chirurgie lui a apporté? Eh bien, 68 ans de vie, puisqu'il meurt en 1986. 68 ans de vie, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et vous voyez le résultat de la greffe ici. Alors l'œil gauche est un œil artificiel, bien sûr. C'est un œil de verre plutôt. Mais donc 68 ans de vie, avec une vie familiale, avec un parcours finalement relativement normal. Mais là aussi, c'est une conclusion un petit peu plate, même si elle n'est pas dépourvue d'intérêt. Alors je voudrais évoquer plus largement, pour terminer, l'idée suivante. Il n'est pas possible de séparer la médecine du reste de la société, de même qu'il n'est pas possible de séparer la guerre du reste de la société. Si l'on cherche à évaluer l'effet de la guerre sur la médecine ou de la médecine sur la guerre, cela signifie que implicitement on sépare guerre et médecine. On sépare la guerre et la médecine de l'ensemble du contexte économique et social. Or, peut-être on ne peut pas faire cela. Peut-être que c'est toute la société qui est je dirais, liée et pénétrée par le vocabulaire de la guerre et par le vocabulaire de la médecine aussi. Le vocabulaire de la guerre qui est employé, qui est utilisé par exemple par le mouvement scout ou bien par l'armée du salut. Certains combats méritent une armée. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Je ne commenterai pas, évidemment, ce dont tout le monde se souvient, qui remonte à un an, mais on voit bien par là que le vocabulaire de la guerre, le vocabulaire de la médecine sont intimement liés, intimement inséparables au fond, et que les sociétés modernes, ce sont des sociétés qui sont en somme médicalisées et militarisées. On pourrait développer le raisonnement sur le plan économique. Au fond, l'organisation du travail, c'est une forme d'organisation militaire. Et comme on vient de le voir, l'organisation de la médecine, c'est aussi une forme d'organisation militaire. Voilà, donc je vais en rester là, après avoir évoqué Nous sommes en guerre du chef de l'État l'année dernière, qui avait beaucoup frappé les esprits, mais qui finalement s'inscrit un petit peu dans la lignée de ce que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui.